Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro de Grand Dialogue, un programme électoral et spécial élection présidentielle du 29 juillet, un programme dont Tamani Studio Tamani est la maison de la presse. Nous recevons ce soir le général de division Salif Traoré, ministre de la Sécurité du Mali. Avec lui, nous parlerons évidemment du processus de sécurisation de la présidentielle du 29 juillet. Et avec moi pour mener ce débat, Issa Fakaba Sissoko. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, nous savons que depuis 1992, le Mali traverse une crise sécuritaire presque sans précédent, et ce malgré le rétablissement à l'ordre constitutionnel avec la présidentielle de 2013. Malgré cela, des attaques sporadiques persistent tant au nord que dans le centre du pays. Quelle lecture faites-vous, monsieur le ministre, de cette situation actuellement? Je voudrais tout d'abord féliciter Studio Tamani et la Maison de la Presse pour cette heureuse initiative, puisque nous avons tendance à dépeindre notre propre pays d'une certaine manière qui nécessite souvent d'être éclaircie. Et je voudrais aussi vous rectifier, peut-être que vous avez voulu dire depuis 2012, au lieu de 92. Il est vrai qu'on ne peut pas nier que la situation sécuritaire de notre pays aujourd'hui est assez difficile. Il en va de même de toute la situation sécuritaire de la bande sahélo-saharienne. Ça veut dire que nous sommes dans un dispositif qui est aujourd'hui assez instable. Et donc nous prenons cela de plein fouet. Vous avez parlé d'attaques sporadiques, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire à l'entame de notre discussion, c'est que la peur est en train de changer de camp. Et les forces de défense et de sécurité du Mali ont adopté une posture offensive aujourd'hui qui leur permet, notamment dans le centre du pays, de traquer les terroristes, de détruire régulièrement leurs bases. Et les attaques et les actions que nous voyons aujourd'hui sont effectivement celles de groupes qui sont aujourd'hui assez bousculés. Nous nous sommes donné les moyens pour, justement, le cœur du débat aujourd'hui, permettre de mettre en place un environnement assez stable qui permette aux Maliens de voter le 29 juillet. La situation sécuritaire d'ensemble est donc assez tendue. Ceci étant, elle n'est pas aussi dramatique qu'on voudrait bien le faire croire. Monsieur le ministre, vous reconnaissez que la situation sécuritaire est tendue et cela s'explique aussi par les récents enlèvements qu'on a connus. L'enlèvement du commandant de brigade de Guiré ou encore l'enlèvement du juge de Nono ou d'autres fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, est-ce que ça, c'est des situations qui peuvent favoriser la tenue d'élections libres et transparentes selon vous? Attention, il ne faudra pas peut-être qu'on mette des incidents isolés, des incidents dramatiques, isolés, et qui peuvent mettre en question un processus national. Vous imaginez l'élection présidentielle. Hier, vous avez eu droit à un exposé du délégué général aux élections. C'est plus de 8 millions d'électeurs qui sont là. Donc, des agents de l'État, des agents assermentés qui tombent effectivement dans les embuscades et qui font victime souvent d'enlèvement du groupe terroriste ou autre, cela ne peut pas compromettre la tenue d'une élection, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'agents qui ont fait le serment de servir l'État. Et quand on fait le serment de servir l'État, il y a des risques souvent qui arrivent. Notre devoir, c'est de minimiser ces risques-là. Et quand ça arrive, nous mettons aussi les moyens pour les retrouver. Vous avez cité 2 cas. Tous les moyens sont encore en cours pour essayer de les retrouver sains et saufs. Oui, mais monsieur le ministre, ce n'est pas n'importe quel agent de l'État. Il s'agit de préfets et de sous-préfets, donc des éléments essentiels du processus électoral. Et concrètement, dans les zones où ces préfets-là sont absents, qu'en est-il? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai cru comprendre que mon collègue de l'administration territoriale sera également sur votre plateau. Il vous le confirmera. Mais je vous parlerai aussi, nous allons l'occasion de parler du plan de sécurisation intégré, qui consiste justement à faire ramener l'administration de l'État de manière sécurisée là où elle a dû se retirer. Et donc, quand nous avons un incident malheureux comme ça, qu'un préfet ou un sous-préfet se fasse enlever,
ou que face à l'avancée ou à certaines actions de groupes terroristes, des représentants de l'État ont dû se replier, nous essayons de les remettre en place de manière sécurisée afin qu'ils puissent jouer leur rôle dans le processus. Qu'est-ce qui est actuellement mis en œuvre pour retrouver ces personnes enlevées? Vous comprendrez bien que tous les détails ne peuvent pas être discutés sur un plateau télé, mais tous les services de l'État sont mobilisés, les services de renseignement, les services secrets, les services de police aussi. Et nous faisons appel également à toutes les bonnes volontés et tous ceux qui peuvent nous donner des informations plus ou moins précises, nous les exploitons aussi. Est-ce qu'il y a un contact établi avec les ravisseurs? C'est ce que je dis. Les détails ne peuvent pas être discutés ici. Notre mission, c'est de les retrouver sains et saufs. Monsieur le ministre, vos services ont réussi à déjouer beaucoup d'attaques, mais malgré cela, les enlèvements, les assassinats persistent. Est-ce que vous disposez des moyens d'anticipation efficaces à l'heure qu'il est? Je l'ai dit plusieurs fois. Je crois que nulle part au monde aujourd'hui, les responsables en charge de la sécurité ne peuvent dire et garantir qu'il ne pourra pas avoir d'incidents chez eux. D'autres pays plus puissants que nous font l'objet d'attaques répétées. Vous avez dit, et je le confirme, beaucoup d'initiatives malheureuses de ces éléments-là ont été empêchées, ont été contrariées par nos agents. Souvent avec l'aide de la population, qui nous a permis d'exploiter certaines informations en renseignement et qui nous a permis de déjouer ou d'arrêter des gens. Si vous allez dans nos services, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de présumés terroristes qui sont sous les yeux et qui font l'objet aussi d'enquêtes. Cela a été fait. Maintenant, vous avez dit que malgré tout, il y a des incidents. Effectivement, c'est pourquoi d'ailleurs nous qualifions la situation de tendue. Parce qu'il y a encore quelques incidents par-ci, par-là. Donc ce n'est pas... Souvent, quand on parle de notre propre pays, ailleurs, les gens ont l'impression qu'on ne vit pas ici. Et vraiment, moi, je suis là ce soir pour démentir cela. Ceux qui nous écoutent, surtout à l'extérieur du Mali, qu'ils ne pensent pas qu'au Mali, on ne vit plus, on est caché chez nous. Non. Le Mali n'est pas plus dangereux qu'un autre pays occidental ou en Afrique, là où il y a souvent des attaques terroristes. Parce que les terroristes, ils ont des objectifs et ils n'attaquent pas aux arts. Les pays qui sont ciblés, c'est pour faire passer un message. Malheureusement, notre pays fait partie de ces pays-là aujourd'hui et notre résilience légendaire doit nous amener à faire face et c'est ce que nous faisons déjà. Oui, mais justement, le Mali partage de longues frontières avec certains pays comme le Niger, le Burkina Faso, dans la moindre mesure l'Algérie, qui sont eux-mêmes touchés par le phénomène du terrorisme. Quel est aujourd'hui, monsieur le ministre, votre niveau de coopération avec ces pays-là? La coopération est bonne. Vous savez, nous avons en souci une zone qu'on appelle la zone des trois frontières. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Vous avez, il y a une première initiative qui est l'autorité du Takourma. Là, il y a une force qui était envisagée commune à ces trois pays. Et vous avez tous suivi aujourd'hui l'avènement de la force conjointe du G5 Sahel. Cette fois-ci, ça dépasse les trois pays, donc le Tchad est là-dedans et la Mauritanie aussi. Donc vous avez vu pendant la présidence malienne l'activisme du président de la République pour que cette force conjointe soit une réalité. Aujourd'hui, le monde entier croit à cette force. Et tout le monde est en train de nous aider pour que cette force soit une réalité. Et cette force nous permettra de sécuriser les bandes frontalières entre la Mauritanie et le Mali, entre le Mali, le Niger et le Burkina, et entre le Niger et le Tchad. L'Algérie ne fait pas partie de cette force-là, mais l'Algérie a de bons rapports avec tous les pays frontaliers de l'Algérie, c'est-à-dire le Mali, le Niger essentiellement. Vous partagez également la frontière nord avec l'Algérie? Bien sûr, je dis que nous avons de très bons rapports, non seulement en matière de formation, en matière d'appui logistique, et avec l'Algérie. Mais est-ce que vous avez des échanges d'informations entre le Mali et l'Algérie pour traquer les terroristes? Bien sûr, nous avons même, rappelez-vous, nous avons même aujourd'hui au niveau de l'Algérie le centre de renseignement qui est commun à tous les pays africains, mais il y a également le CEMOS, comme on dit, c'est un centre de renseignement qui est commun également à ces pays de la bande sahélo-saharienne. Le siège est à Alger et ils travaillent essentiellement sur le renseignement. Est-ce que vous croyez en la sincérité dans la collaboration avec ces pays-là, concrètement? Je n'ai aucune raison de ne pas croire à cela, monsieur. Ok. Monsieur le ministre, dans quelques semaines, le Mali va tenir les élections présidentielles. Et en attendant ces élections, il est prévu, selon le délégué général aux élections, le début des opérations de distribution des cartes d'électeurs.
qui sont en confection. Et en attendant cette date, l'opposition a des appréhensions, a des inquiétudes. Je vous prie d'écouter l'un des leaders de l'opposition, Tiblin Dramé. Les autorités maliennes nous disent comment ils vont distribuer les cartes d'électeurs au centre du Mali. Dans toutes ces régions qui sont en feu aujourd'hui, où il y a la violence, où le sang coule ces jours-ci, à Koro, à Djéné, Kouakourou, à Kowa, ainsi de suite. Dans tous les secteurs de Diafarabé, dans tous ces villages-là, Mamba et autres, il y a des affrontements intercommunautaires qui sont en cours. À Kemassina, il y a de la violence. Le Premier ministre a dit, avec beaucoup d'émotion, que l'État est de retour dans certaines zones. Il a cité le cas de Diafarabé. Je suis désolé, je le dis, si le drapeau a été replanté sur la sous-préfecture et à la mairie, il n'y a ni le sous-préfet, ni le maire, ni le chef de village qui sont en place. Pour les raisons que vous savez. Vous avez des centaines d'écoles qui sont fermées. Donc, vous avez des milliers d'enseignants qui ne sont pas sur place. 1 millier d'enseignants au moins pour la seule région du centre. Je ne vous parle pas du nord. Or, jusqu'ici, ils ont été des agents électoraux incontestables, même incontournables. Ils ne sont plus là du fait de l'insécurité. Ils sont partis. Comme les préfets sont partis. Même les chefs de village sont partis. Alors, sur qui allez-vous vous appuyer pour distribuer les cartes d'électeurs? Ok, monsieur le ministre, la question vous est adressée. Sur qui allez-vous continuer? La question ne m'est pas adressée. Et je note visiblement que celui qui parle n'a pas les dernières informations. Et je note aussi qu'il n'y a pas d'alternative à tenir des élections. Si ces élections ne se tiennent pas le 29 juillet, on fait quoi? Alors, dès lors, il faut qu'on se donne tous les moyens, tous les Maliens, en priorité les acteurs politiques, pour que nous allions à cela. Nous, en tant que sécurité, nous sommes dans l'accompagnement. Nous précédons, nous accompagnons et nous restons. Nous sommes dans l'accompagnement pour assurer un minimum de conditions pour permettre la tenue des élections. Je pense que ce n'est pas le moment, quelques encablures, d'essayer encore de dramatiser la situation et de faire en sorte et de faire croire aux Maliens que ce n'est pas possible. Gardons à l'esprit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Nous travaillons. Tous les endroits qu'il a cités. Le mauvais exemple, c'est Kouakourou, par exemple, qui avait été, il est vrai, occupé pendant longtemps par des groupes terroristes, mais aujourd'hui, la vie reprend à Kouakourou. L'armée est là-bas, le maire est là-bas, le sous-préfet est là-bas et tout ça. Donc, faut pas... vous avez dit, on a commencé le débat par là, qu'il y a des actions sporadiques. Les actions sporadiques, il y en a partout. Dans les pays les plus développés, les mieux sécurisés au monde, il y a des actions. Alors, nous n'allons pas prétendre que nous, au Mali, il n'y en aura plus jamais. Nous travaillons à ce qu'il y en ait le moins possible et que si quelqu'un le tente, on puisse l'arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire. Je vous ai parlé d'un plan de sécurisation intégré des régions du centre qui a été adopté depuis le 17 août 2017, que nous sommes en train de mettre en œuvre progressivement. Un plan qui consiste en sécurisation, en développement, en gouvernance et en communication. Il est en train de se mettre en place progressivement. Vous savez, il est toujours plus facile de détruire que de construire. Et remettre toutes ces structures-là en place, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors moi, je suis confiant que si les Maliens, avec leur esprit légendaire de résilience, si nous y croyons, nous disons aujourd'hui, nous allons faire ces élections-là, nous allons le faire. Il a cité des localités où même la population elle-même s'est levée comme un seul homme, a chassé des groupes terroristes qui ont voulu venir leur dicter la loi, sans les forces de défense et de sécurité. Et on nous a appelés, on est revenu après. Donc encore une fois, ceux qui sont mieux placés pour vous parler de cela le feront. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des dispositions que nous sommes en train d'envisager pour sécuriser. Et nous sommes très bien avancés et nous y croyons. Oui, mais concrètement, pour ces opérations-là, pour que toutes les cartes soient distribuées aux électeurs, concrètement, qu'est-ce qui est mis en œuvre en ce moment? Non, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Oui. Écoutez, au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en collaboration avec le ministère de la Défense et en collaboration avec nos partenaires, les forces internationales qui sont présentes, en collaboration également avec les mouvements signataires. Donc nous tenons chaque mercredi, nous tenons une réunion de la commission de sécurisation. Tous les gouverneurs ont été invités à présenter, à soumettre leur plan, leur cadre d'ordre pour la sécurisation dans leur circonscription. Et au niveau du département, on fait la synthèse. Chaque mercredi, on se réunit pour actualiser, prendre les derniers développements sur le terrain et les adapter. Nous avons identifié déjà, nous avons mis en place un guide pratique
des forces de défense et de sécurité en période électorale. Ce guide est là, sera distribué à tous les agents. Vous savez, les objectifs de la sécurité, c'est d'abord la sécurité physique des édifices qui vont servir à abriter le matériel électoral. C'est aussi la sécurité personnelle des électeurs, des candidats, des représentants des partis, des officiels, des institutions, tous ceux qui concourent, nous sommes chargés d'assurer la sélection. Et dans ça, il y a aussi l'escorte des convois. Une fois que les cartes sont préposées dans un endroit, nous sommes chargés de sécuriser cet endroit-là. Si on doit déplacer les cartes pour les amener dans une foire, dans une école ou dans quelque endroit que ce soit, les spécialistes chargés des élections nous informent et nous les escortons, nous les protégeons. Donc il faut bien que les rôles soient très clairs. Ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui va distribuer les cartes, mais nous allons sécuriser ces processus-là. Monsieur le ministre, dites-nous quel est aujourd'hui l'effectif des forces de sécurité au Mali et comment, vu les inquiétudes décrites par l'opposition, comment allez-vous prendre pour assurer le déploiement sécurisé du matériel électoral? Vous savez, nous envisageons plus de 10 000 personnes pour ça, notamment avec un effort particulier sur le centre. Mais là encore, comme je vous ai dit... Le Mali a plus d'1 million de kilomètres carrés, monsieur le ministre. Les bureaux de vote et les centres de vote ne sont pas sur l'ensemble du territoire éparpillé. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le Mali organise. Ça va faire plus de 7 élections que nous avons organisées. En 2013 également, la situation était assez complexe aussi. Ça a été fait. Il y a des centres de vote qui abritent souvent beaucoup de bureaux. Et les centres seront implantés en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale dans des endroits que nous pensons pouvoir mieux sécuriser. Et les centres seront là-bas. Okay? Le ministre de l'administration sera là et il vous donnera plus d'explications par rapport à ça. Comme je l'ai dit, nous sommes dans l'accompagnement. Quand on nous dit nous allons mettre un centre ici, un centre là, nous ferons tout pour que ce centre-là soit sécurisé. Il ne s'agira pas, dans chaque village du Mali, d'aller mettre un bureau de vote. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait des centres. Dans les centres, il y a plusieurs bureaux souvent. Donc, c'est ce centre-là qui peut être, par exemple, une école. Et même à Bamako, ici, on prendra souvent une école. Et l'école sera sécurisée. Si c'est un centre de santé, le centre de santé sera sécurisé pour permettre que les électeurs puissent venir faire leur vote et retourner tranquillement. Et à la dernière minute, si on se rend compte qu'il y a une menace sur un centre, le centre peut être déplacé et ceux qui doivent venir voter seront escortés sur le nouveau centre. Tout ça, ce sont des schémas que nous envisageons dès maintenant. Voilà. Mais avez-vous les moyens suffisants pour cela? Nous allons nous donner les moyens pour ça. Il s'agit de l'État. Et les gouverneurs ont la capacité même de réquisitionner des moyens. C'est la loi qui le dit. Nous avons nos partenaires, comme je vous l'ai dit, internationaux qui nous accompagnent. La MINUSMA, ECAP Sahel et UTM nous accompagnent par rapport à la logistique dans certains endroits. Et même les mouvements signataires vont être mis à contribution dans d'autres endroits. Nous parlons d'élections au moment où, dans plusieurs localités du pays, il y a des affrontements intercommunautaires. Je vous rappelle les derniers événements à Koro. Le Premier ministre avait annoncé le désarmement de toutes les milices. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce processus de désarmement et qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement pour que les personnes qui se sont déplacées puissent se retourner et puissent avoir le droit de vote? Pareil. Nous avons, le Premier ministre a effectivement instruit cela et nous sommes présents à Koro aujourd'hui avec les forces. Nous protégeons la population, mais je voudrais surtout que nous fassions attention, surtout les responsables politiques qui parlent d'affrontements intercommunautaires. J'ai bien entendu certains disant qu'il y a conflit entre Peul et Dogon. Non, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Je vous ai dit, les terroristes sont aux abois aujourd'hui, ils sont bousculés. Alors, tous les moyens sont bons pour mettre dos à dos des compatriotes qui ont toujours vécu en harmonie. Ça, c'est notre lecture de la situation. Puisque quand on dit Peul-Dogon au niveau de Koro, et au niveau de Numbozo, ce n'est pas les Peul, ce n'est pas les Dogon qui sont là-bas. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il y a cette instrumentalisation-là souvent qui a conduit malheureusement à des affrontements très, très, très meurtriers entre des frères. Et nous intervenons, nous arrêtons cela. Par rapport au désarmement, partout dans le cercle de Koro où nous sommes intervenus, les groupes que nous avons eu en face de nous, on les a désarmés. Nous n'avons pas mené une opération pour rentrer dans tous les
dans toutes les maisons, dans toutes les cases pour aller chercher s'il y a des armes. Mais à chaque fois que nous avons identifié, rencontré des groupes, on les a désarmés. Ça, c'était très clair. Et d'ailleurs... Comment l'opération s'est déroulée? Comment vous les avez désarmés? Non, quand vous êtes en face d'une force militaire qui vous dit de déposer, à chaque fois, Dieu merci, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser la force. Les gens qui étaient en face de nous, quand les forces leur ont demandé de déposer, ils ont déposé. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, il y a une certaine accalmie. Les forces sont là, sont présentes. Nous les avons renforcées. Nous sommes en train de créer des postes également au niveau du cercle, d'autres postes de sécurité, pour qu'il y ait plus de présence permanente de forces militaires et de sécurité. Est-ce que la même opération va avoir lieu à Menaka où Peul et Daosak ont eu quelques tensions? Là aussi, pareil, je veux qu'on évite de prendre les noms des communautés ethniques, culturelles bien identifiées chez nous pour les opposer. Ce n'est pas la réalité. Les faits dont nous parlons, c'est de cela, c'est des faits. Ce n'est pas, il ne faut pas simplifier. Les groupes aujourd'hui qui disent qui sont en train de combattre des groupes terroristes, l'État islamique dans le Grand Sahara. On a tous suivi ici qu'il y a eu un moment une coalition du Gatia, du MSA, des FAMA et de Barkhane qui traquaient ces groupes-là. Si vous prenez n'importe lequel de ces groupes, ou au niveau des FAMA aussi, vous avez toutes les composantes ethniques. Hein. Attention, donc si on combat... Attendez, les communiqués des différentes communautés expliquent cela. Si vous voyez les groupes qu'on combat, vous allez trouver également là-dedans qu'il y a plusieurs groupes ethniques. Alors c'est très dangereux de dire chaque fois Peul contre tel, Dogon contre tel. Parce que les autres qui ne se sentent même pas concernés, au bout d'un moment, vont commencer à se poser des questions. En disant, mais il s'agit de mes parents là. Il faut qu'on évite ça. Notre pays, heureusement, n'a pas à ajouter ça aussi à la panoplie des problèmes qu'elle connaît. Donc, ce que je dis encore, vous avez souvent des groupes terroristes qui sont combattus. Et aujourd'hui, une des stratégies aussi, c'est de nous retourner les uns contre les autres. C'est plus facile. Vous imaginez, quand vous arrivez à Koro, dans un village de Koro, et que ce sont les mêmes voisins qui se tirent dessus, les forces d'intervention qui arrivent, vous faites comment? C'est très compliqué. Si c'est un groupe terroriste, c'est facile. On a un objectif très clair. Mais quand ce sont nos propres parents qui se tirent dessus, c'est compliqué. Donc, essayons de ne pas tomber dans ce piège-là et chaque fois d'essayer de mieux qualifier les faits. Alors, juste une précision pour vous. Les faits dont nous parlons, nous l'expliquons à partir de communiqués rendus publics par les associations et représentatives de ces différentes communautés. C'est eux qui parlent de ces affrontements. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas une appellation des médias, mais nous la prenons des différentes communautés. Je voudrais juste pour rebondir sur ça. Quand je parle comme ça, je note bien que je ne m'adresse pas aux deux intervieweurs. Je sais que vous êtes très, très largement écoutés. Et là, je m'adresse effectivement à ces associations-là, je m'adresse aux hommes politiques. La sécurité est transversale. Ce n'est pas seulement l'affaire des hommes en uniforme. Moi, je suis chargé aujourd'hui de coordonner et de trouver les moyens pour assurer la sécurité. Mais je ne pourrai jamais le réussir. Les forces de défense et de sécurité seules ne pourront jamais le réussir sans vous. Et vraiment, c'est pourquoi j'ai tenu à vous féliciter. Le fait même de nous donner l'occasion d'expliquer certaines choses sous le bon angle permet aussi de contribuer à lutter contre l'insécurité. Mais encore, ceux qui nous écoutent, s'ils comprennent que c'est de leur responsabilité aussi que leur sécurité soit assurée. Ça commence par eux et ça termine par eux. Monsieur le ministre, une question sur le droit de l'homme. Certaines ONG ont accusé les forces de défense et de sécurité des exactions sur les civils. Est-ce que vous, au niveau du gouvernement, vous avez conscience que ces cas des exactions existent parce qu'on ne peut pas les nier quand même. Il ne peut pas avoir de guerre ou de lutte contre le djihadisme ou le terrorisme sans qu'il y ait quelque part des exactions qui peuvent être vues comme positives ou des moyens de pression, par exemple. Est-ce que vous, au niveau du gouvernement, vous en êtes conscient? En tout cas, nous ne sommes pas du tout conscients que ça peut être un moyen de pression sur qui que ce soit. Dire qu'on va autoriser ou fermer les yeux sur des exactions pour mettre la pression sur qui que ce soit, ce n'est pas du tout la position du gouvernement. Ça, je suis formel. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour ces élections-là, je vous ai dit, il y a un guide qui est validé déjà, qui va être publié sous forme de fascicule comme ça, que chaque élément qui va être déployé aura dans sa poche pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il y a certains extraits de la loi électorale qui sont précisés pour dire si quelqu'un fait ça,
qu'est-ce qu'il encourt. Donc tout ça, c'est pour prendre des précautions. Dans nos centres de formation, attendez, ce que vous pensez, monsieur le ministre, non, c'est très simple. Les forces de défense et de sécurité peuvent mémoriser. Non, il ne s'agit pas de mémoriser, justement. C'est pour ne pas mémoriser qu'on le fait sous forme de fascicule et que chacun a ça dans sa poche. C'est tout. C'est un rappel. Ils sont formés déjà. Même les recrues que vous voyez qui sont en train de prêter serment, pendant leur formation, on leur parle du droit international humanitaire. On leur dit ce qu'on ne peut pas faire en temps de conflit et en temps de paix. C'est que quelqu'un en uniforme ne peut pas faire, on le dit. Maintenant, certaines ONG dont vous parlez, elles sont peut-être dans leur droit de dénoncer des choses. Maintenant, il est notre devoir aussi de mener des enquêtes approfondies. Et si jamais une enquête, la conclusion d'une enquête prouve que certains de nos éléments ont commis des forfaits, ils seront sanctionnés avec la dernière rigueur. C'est aussi simple que ça. Parlant des désarmements, monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure avoir désarmé certains groupes. Est-ce que le fait de les appeler à déposer simplement les armes, c'est très simpliste quand même? Pourquoi n'avez-vous pas plutôt forcé les gens à entrer de maison en maison pour récupérer les armes avec ceux qui les disposent? Écoutez, vous savez que l'opération que nous menons là-bas, quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'espace que nous avons à contrôler. Et il y a une tension qui est entretenue, qui est manipulée. Il ne faut pas en rajouter. Nous avons une mission de désarmer, nous avons une mission d'interposition et nous avons une mission de sécurisation. Donc quand nous arrivons dans un endroit où nous voyons des gens, tous les gens qu'on rencontre qui sont en armes et qui ne devraient pas le porter, ce sont ces gens-là qui sont désarmés. Il ne s'agira pas pour nous, pour le moment. C'est peut-être des processus qui vont intervenir à l'avenir, mais je vous dis ce que nous avons fait jusque-là. Voilà. Les éléments ne sont pas rentrés case par case pour aller fouiller et trouver, mais ça se fait, par exemple, dans une localité précise s'il y a un problème. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire et ça va continuer tant que le calme total ne sera pas restauré. Monsieur le ministre, dans votre intervention, vous avez mis l'accent sur l'unité nationale pour la sécurité et que, selon vous, c'est une affaire de tous. Or, l'opposition estime que vous faites cavalier seul, je reprends ces expressions. Je vous prie de l'écouter pour que vous puissiez réagir. Nous souhaitons que le gouvernement sorte des paroles, de l'immobilisme, de l'inaction, pour engager des actions concrètes sur le terrain, apporter des réponses. Que le gouvernement nous dise comment la campagne électorale va être menée au centre du pays, dans les régions de Mopti et de Ségou. Une élection, c'est un environnement politique, c'est un environnement sécuritaire. C'est là où on voit les conséquences de l'immobilisme du président et du gouvernement que nous avons constaté et dénoncé depuis toujours. Les gens croient qu'on se focalise sur un homme. Que l'élection se tienne, qu'elle ne soit pas une élection bâclée, qu'elle soit une élection régulière. Que pour ce faire, il est important que le gouvernement sorte de son attitude de faire cavalier seul. Monsieur le ministre, est-ce que dans vos actions, vous faites cavalier seul? Absolument pas. J'aurais bien aimé recevoir celui qui parle chez moi pour qu'il me fasse des propositions concrètes. Nous ne sommes que dans ça, ouverts à tout. Et récemment, des associations, des partis ont organisé des débats. On nous a adressé une invitation formelle pour venir parler justement des sécurisations du processus électoral. J'ai envoyé mon chargé justement de cette question-là, qui a fait un exposé qu'ils ont apprécié. Encore une fois, ce pays-là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour ce régime, ce n'est pas pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est tout le monde. Donc, ceux qui critiquent aujourd'hui, demain peuvent être aux affaires. C'est la continuité. Vous avez dit, je l'ai reconnu, nous sommes dans une situation assez tendue. Donc, c'est à tous ensemble que nous devons apaiser, tenir des élections et donner la chance à tout le monde de pouvoir se présenter et de pouvoir voter. C'est ça. Et c'est ça les instructions fermes du président. Avoir des élections le moins critiquables et contestables possible. Alors, je ne pense pas qu'en restant dans les accusations, dans les stigmatisations, que nous allons nous donner tous les moyens pour ça. Encore une fois, c'est là où les forces ne sont pas, d'autres bonnes initiatives peuvent faire en sorte que la sécurité soit. C'est pourquoi je dis tout le monde ensemble. Nous ne sommes pas dans cavalier seul, nous sommes les responsables de cette affaire-là. Maintenant, ceux qui ont conscience que tout seuls, ils verront du mal, allons-y les aider, ils sont les bienvenus, parce que c'est leur devoir aussi en réalité.
Monsieur le ministre, c'est une question en lien avec la collaboration sur le plan sécuritaire. En plus des forces de sécurité du Mali, le Mali a d'autres forces amies. Et comment la collaboration se fait et va se faire avec ces forces-là? Je parle de la MINUSMA ou même de Barkhane qui intervient aux côtés du Mali. Concrètement, comment ils travaillent avec nos hommes? Concrètement, par rapport aux échéances futures, ils sont dans la commission. Ils sont observateurs dans la commission. On discute ensemble. En 2013, rappelez-vous, la MINUSMA nous a beaucoup aidé dans la partie logistique. Et c'est ce qui lui a demandé également cette année. Elle sera à nos côtés, par endroit, pour escorter, pour sécuriser. Nous travaillons en parfaite harmonie. Nous avons un centre d'analyse et de fusion du renseignement où on essaie d'avoir des renseignements partout. La MINUSMA est dans certains endroits où nous ne sommes pas. Et là, elle nous supplée. Et nous avons, à ce moment-là, une vision globale du pays, de l'association nationale. Et tout ça, c'est au niveau du ministère de la Sécurité. Donc, nous sommes ensemble. Pour ce qui concerne les forces de l'Union européenne, c'est les missions de l'Union européenne. Vous avez la mission ECAP Sahel qui travaille beaucoup plus avec la sécurité intérieure, qui participe également à toutes nos réunions. Et vous avez le UTM qui travaille plutôt avec le ministère de la Défense, qui également participe à nos réunions. Et comme je l'ai dit, la Commission nationale comprend également des éléments du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité, des services de renseignement, qui sont tous présents au sein de la Commission. Je me fais le porte-parole d'une partie de vos éléments qui estiment dans les échanges, même si c'est un visage couvert, qu'il manque de moyens sur le terrain. Et certaines équipes de patrouille estiment que dans le commissariat, vraiment, la situation, je reprends les termes, que la situation n'est pas du tout reluisante. Est-ce que vous pensez que vous donnez suffisamment de moyens aux gens? Et quels sont ces moyens-là? Je voudrais vous retourner la question. Ce n'est pas orthodoxe et pédagogique, mais avez-vous le sentiment qu'il y a une nette amélioration dans la situation du Bamako? Prenons Bamako, puisque vous avez parlé des commissariats qui disent que voilà. Je dis, nous sommes dans un processus. Nous venons de très loin. À tous ceux qui veulent être concrets, savent qu'il y a un progrès. Nous n'avons pas tous les moyens. Je n'ai pas d'illusion qu'on aura tous les moyens. Mais quand vous regardez ce qu'on avait avant 2013 et ce qu'on a aujourd'hui en 2018, il y a eu un grand pas. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en termes de l'amélioration des conditions de vie des agents, mais aussi des conditions de travail. Beaucoup d'équipements ont été acquis, les niveaux de carburant ont été augmentés, mais l'idéal, ce serait qu'on les multiplie par 10, mais nous n'avons pas tous ces moyens-là aujourd'hui à disposition de l'État. Nous faisons avec ce qu'on fait. Régulièrement payés. Je me rappelle par exemple de ce cas. Est-ce que les primes sont régulièrement payées? Nous n'avons pas ce problème-là. Nous n'avons pas ce problème de primes. Je me rappelle par exemple du cas des éléments envoyés il y a quelques mois à Tombouctou, dont certains estiment qu'ils sont à 3 mois sans percevoir leurs primes. Nous n'avons pas ce problème-là aujourd'hui. Et je vous l'ai dit. Monsieur le ministre, vous assurez également la protection des différents candidats. Est-ce qu'au nom de l'égalité des chances et de la démocratie, vous nous garantissez aujourd'hui qu'ils auront une protection égale? Protection égale. En tout cas, comme je l'ai dit, dans le guide pratique, nous sommes chargés d'assurer la protection des candidats. Les candidats, encore une fois, c'est la Cour constitutionnelle qui va le déterminer. Les uns et les autres vont commencer à déposer leur candidature. La Cour constitutionnelle, à un moment précis, à la date butoir, va proclamer la liste officielle des candidats. À ce moment-là, ils seront tous pris en compte. Nous avons aujourd'hui un vivier d'agents qui ont été formés pour ça. Depuis, rappelez-vous, le sommet Afrique-France. On en a formé suffisamment, qui sont toujours présents. Ils seront déployés et nous allons assurer la protection des candidats. Et même, contrairement à ce que l'autre le disait, quand quelqu'un exprime le besoin d'aller dans un endroit précis, nous allons mettre les conditions en place pour que la personne puisse se déplacer. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez parlé, vous avez dit, sur certains axes, il y a souvent certaines attaques, des braquages et tout cela. Dans tous les pays du monde, ça se fait. Notre situation aujourd'hui nous permet de nous faire pointer du doigt. Mais ce que nous avons mis en place, c'est des escortes, des convois groupés. Mais il se trouve que malheureusement, certains de nos compatriotes ne respectent pas ces consignes-là. Ils se disent qu'ils sont pressés. Si le convoi doit partir demain et qu'ils pensent qu'ils ont un rendez-vous urgent,
ils évitent le combat, ils partent. Et c'est souvent ces gens-là qui tombent dans des embuscades, dans des cas où on tend là au fin. Sur même l'axe Bamako-Kaï, nous avons demandé, même aux compagnies de transport, d'avoir souvent des gardes armés à bord. Mais là aussi, certains... Donc nous sommes obligés, par moment, d'aller au forcing. Donc je voudrais juste souligner ce petit détail-là, dire que même pendant la campagne, nous allons faire dans la mesure du possible, à chaque fois que cela est nécessaire dans des endroits sensibles, nous allons escorter les uns et les autres pour qu'ils aillent délivrer leur message. Monsieur le ministre, on sait quand même les forces, par exemple, les mieux sécurisées, les mieux armées, comme Barkhane ou la MINUSMA, les éléments sont arrivés à sauter sur des mines, par exemple. Ouais, on parle toujours d'anticipation. Est-ce que là, vous avez réellement les moyens d'anticiper ce genre d'attaque, sporadique même soit-elle? Alors là, je voudrais être très clair. Aujourd'hui, personne ne peut dire on va anticiper, on ne va plus jamais sauter sur une mine. Non. Si vous avez vu, le gouvernement a acquis récemment beaucoup d'engins blindés. Le gouvernement a acquis également des engins démineurs qui peuvent permettre, quand on a un soupçon ou quand on identifie que devant il y a des mines, ces engins-là peuvent balayer et nettoyer le terrain et vous laisser passer. Donc tout ça, c'est une prise en conscience et c'est dans le cadre du plan de sécurisation intégré. Ces engins blindés, aujourd'hui, sont déployés dans la région du centre. L'avantage de ces engins blindés, c'est quoi? C'est que même si vous montez sur une mine, au moins on préserve la vie des agents. Alors que si c'est un véhicule simple, qui sortent sur une mine, il y a des risques que tout le monde, en tout cas que beaucoup, soient gravement blessés ou meurent. Donc nous prenons conscience de tout ça et nous faisons avec les moyens dont l'État dispose et qui ont consisté quand même à des moyens assez consistants pendant ces dernières années. Quelle sera la situation, monsieur le ministre, dans des régions où l'administration est quasiment absente du fait de l'insécurité pour cette présidentielle? C'est-à-dire? À des régions où les préfets, les gouverneurs sont là, mais les forces de sécurité ne sont pas suffisamment déployées, par exemple. Encore une fois, vous allez avoir ce débat-là. Il s'agit d'organiser un centre de vote. Comme je vous l'ai dit, quand on identifie un centre, on le met dans un endroit où nous sommes sûrs que nous pouvons assurer, garantir la sécurité des agents électoraux et des électeurs. C'est là qu'on fait. C'est pourquoi je vous ai... Les attaques peuvent venir d'un peu plus loin. Les attaques, on ne va pas dire on ne va pas faire un chèque et dire que c'est impossible. C'est pourquoi nous disons, quand nous identifions un centre, nous disons, nous le sécurisons, nous prenons les moyens justement pour éviter que certains types d'attaques puissent se produire là-bas. C'est ça que nous faisons. C'est-à-dire, dans mes réponses, je voudrais être très pratique et très concret et ne pas faire des promesses. Voilà. Nous allons identifier des centres de vote et ces centres de vote, nous allons donner tous les moyens pour les sécuriser, permettre que les citoyens maliens viennent voter en toute liberté. Vous avez parlé tout à l'heure de superficie et je vous ai rectifié en disant qu'il ne s'agira pas de mettre des bureaux de vote partout. Même à Bamako ici, à Bamako, vous allez voir qu'il y aura des centres, vous allez voir des grandes cours d'école où il y a plusieurs bureaux de vote. C'est comme ça que ça se fait. À l'intérieur aussi, si vous prenez le cercle de Koro ou le cercle de Tenenkou, nous allons identifier des centres et ce sont ces centres-là qui seront sécurisés au maximum. Et s'il y a lieu de transférer un centre ou un bureau, là aussi, nous allons mettre en place un dispositif pour escorter même les votants, pour aller exercer leur devoir et ensuite rentrer chez eux. Une question peut-être personnelle pour vous. Après votre nomination à la tête de ce département, il y a eu les attaques de Radisson, il y a eu les attaques de la terrasse, le campement, le biblos de Mopti, pour ne citer que celle-ci. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de votre bilan? Je n'ai aucune raison de ne pas être fier. Si c'est citer les actes que vous venez de dégrainer, et ce n'est pas à l'honneur du pays, mais encore une fois, à chaque fois, ce sont des actes suicidaires. Citez-moi un pays qui peut l'éviter. Ce qui est important, et ce dont vous devez être fiers aujourd'hui, nous devons être fiers en tant que Maliens, c'est de voir qu'à chaque fois nous avons pris un coup, nous en avons tiré les leçons. Chaque fois. Vous avez cité le cas de Sévaré, le cas de la terrasse. Ça, c'était les premiers cas. Vous avez cité après le Radisson. Vous avez vu la réaction des forces de sécurité maliennes. Ensuite, les leçons ont été tirées. Nous avons mis en place une force spéciale antiterroriste. Vous avez tous suivi la réaction de cette force-là quand il y a eu l'attaque du Kangaba. Et depuis, vous avez vu comment cette force se comporte à chaque fois que nous avons des soupçons, à chaque fois que nous avons des nids criminogènes à nettoyer.
Donc c'est là un dispositif national, purement national, qui fait notre fierté aujourd'hui. Encore une fois, je le dis, dire qu'il n'y aura jamais d'attaque, ça n'existe pas. Dire qu'on se donne les moyens pour anticiper, savoir, empêcher, à défaut, intervenir rapidement pour arrêter, oui, et notre pays est sur la bonne voie pour faire ça. Est-ce qu'il y a des actions que vous aurez dû mettre en œuvre, mais que vous n'avez pas pu, ou peut-être à cause de quelques obstacles que ce soit? Est-ce qu'il y en a? Il y a des choses que vous devrez faire que vous n'avez pas fait. Qu'en est-il des raisons de ces... Non, nous sommes sur la voie. Et comme vous l'avez dit, on peut être limité. Les forces spéciales, on pourrait en avoir partout dans la capitale régionale. Ça demande une certaine technicité, ça demande beaucoup de moyens. Donc, on va aller progressivement pour mettre des choses comme ça en place. Mais dire que c'est ça qui... Je pense que n'importe qui aurait été à la place de ce gouvernement-là, s'il voulait vraiment être dans l'air du temps, être proactif, ils auraient fait avoir au moins une force antiterroriste spécialement dédiée à ça, avoir des structures de renseignement spécialement dédiées à ça. Je pense que ça, ce sont des agrégats que tout le monde doit avoir. Et nous avons tellement été rapides que certains pays se sont inspirés de notre exemple. Monsieur le ministre, on va parler également de la coopération avec les partenaires du Mali. C'est peut-être une question qui serait normalement, qui devrait être adressée à votre collègue des Affaires étrangères. Mais on estime que vous êtes membre de ce gouvernement, donc vous êtes au courant des secrets d'État quand même. Quelle est la lecture des bailleurs de fonds aujourd'hui face au gouvernement malien? Sont-ils prêts à vous accompagner ou émettent-ils des réserves? Non. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une rencontre internationale, vous voyez comment le Mali est couru. Nous n'avons pas de problème particulier. Des partenaires financiers qui refuseraient ou à toi qui s'abstiendraient de verser des appuis. Sinon, ça se saurait. Les salaires sont payés régulièrement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ que nous autres, nous devons éviter de dépeindre notre pays sous des traits extrêmement négatifs. Ça n'arrange personne, ça ne fait l'affaire de personne. Sinon, empêcher certains investisseurs privés à venir chez nous. Parce que quand ils sont chez eux, l'image qu'ils ont de notre pays, c'est que c'est un pays infréquentable. On ne vit pas. Il y en a, quand ils arrivent ici, ils ont l'impression que depuis l'aéroport, ils seront accueillis par des coups de feu. Et qu'ils vont voir tout le monde barricadé. Et quand ils voient la vie à Bamako, ils sont surpris. Ils sont surpris. Ils prennent les avions, ils vont à Tombouctou, ils vont à Gao, ils voient que les gens vivent, même s'il y a des actes d'insécurité, que je ne peux pas nier. Mais la vie continue. Et c'est ça le fort du Malien, la résilience. Alors ces mêmes Maliens-là qui dépeignent leur pays comme si rien ne va, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Mais qu'en est-il du financement des G5 Sahel, monsieur le ministre? On sait que même des gros contributeurs de l'ONU, certains sont réticents à l'exemple des États-Unis, qui plusieurs fois, les Américains qui ont fait marche arrière avant de revenir dans ce processus. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on sait que la lutte contre le terrorisme est un phénomène, une lutte globale? Mais pourquoi ces bailleurs-là soutiennent individuellement les pays, mais quand il s'agit d'un regroupement des forces utiles comme les G5 Sahel, ils sont réticents? Vous savez, ça c'est... Il n'y a pas eu de va-et-vient en ce qui concerne les Américains. Nous avons reçus. Les Américains, dès le départ, ont dit qu'au lieu de mettre l'argent dans un fonds commun, ils préfèrent aider les pays de façon bilatérale. C'est leur choix. Mais d'autres ont préféré effectivement appuyer la force conjointe. L'Union européenne a déjà contribué pour beaucoup. La France a déjà concrétiser certaines de ces annonces. Nous avons reçu des équipements ici de la France dans ce cadre-là. L'Arabie Saoudite a fait des annonces importantes et tous ces pays qui ont fait des annonces, qui nous permettent pratiquement de boucler la première année du financement du G5, ces pays-là n'ont pas dit nous allons le faire bilatéralement. C'est-à-dire ils ont dit voilà, on va le mettre. Mais il y a le seul exemple aujourd'hui d'une puissance qui dit je veux contribuer mais je veux le faire à travers les pays, ce sont les Américains. Et ils n'ont jamais dénoncé le concept de la force conjointe du G5. Mais ils ont dit, nous allons aider les pays de façon bilatérale. Et ce qui n'est pas non plus aberrant, puisque nous devons tous avoir aussi une certaine force, d'abord pour nous mettre ensemble après.
Monsieur le ministre, il y a les monarchies du Golfe également, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et certains États qui contribuent à ce G5 Sahel. Or, l'on sait que parmi ces monarchies du Golfe, il y en a qui ont, par le passé récent, soutenu certains mouvements djihadistes à travers leurs ONG, à travers certains. Est-ce que cela ne paraît pas paradoxal, quelque part, de soutenir une organisation qui déstabilise un pays et de l'autre main, on donne de l'argent pour lutter contre ce phénomène? Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, tout ce qui m'intéresse, et qui intéresse le ministre de la Défense, qui n'est pas là pour en parler, c'est que nous ayons des appuis et qui nous permettent de financer conséquemment notre force conjointe, parce que nous sommes conscients que le déploiement de cette force conjointe dans les zones qui sont envisagées va permettre de réduire considérablement la menace terroriste dans notre espace. Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message adressé aux partenaires du Mali et aux Maliens, ce serait lequel? Je voudrais surtout m'adresser aux Maliens, aux responsables politiques en premier, à la société civile et à chaque citoyen. Notre pays vit une situation assez tendue, alors n'en ajoutons pas. Nous avons des échéances devant nous qui ne laissent pas beaucoup d'alternatives. Alors donnons-nous la main, montrons encore une fois notre résilience, aidons les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, et à ce moment-là, je suis sûr que nous allons pouvoir organiser des élections qui seront acceptées par tout le monde. C'est ça l'objectif. Nous n'avons pas d'autre choix. Donnons-nous la main, arrêtons de diaboliser notre propre pays. Nous n'avons pas d'autre. Si les partenaires, les amis du Mali nous voient unis, main dans la main, croire à dire que nous allons faire, il ne s'agit pas, si tout le monde se met dans la même dynamique, je ne pense même pas pourquoi on ne peut pas parler de fraude, parce que tout le monde sera dans la dynamique. On se donne les mains, on se donne les moyens, on organise des élections, les partenaires ne pourront que nous accompagner. Mais quand les partenaires nous voient nous diviser, nous en déchirer et dire des choses qui sont très loin de la vérité, c'est là où on peut créer le doute chez eux aussi. Donc c'est ça mon appel. C'est un appel à l'unité nationale. Unité nationale. Merci, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous recevions le général de division Salif Traoré, ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile. Merci à vous d'avoir suivi ces débats. À la semaine prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.